Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M. C'est quoi le but de notre émission? C'est très simple. On veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité à travers son rôle de porte-parole. Vous faire aussi découvrir le sens de sa vie et du but de son existence. Le grand Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faudrait s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Mickey Guerrier. Yeah. Jean-Marie Lapointe. Hey, power to the people. Merci d'être là. Hey, merci de me recevoir, Jean-Marie. Écoute, depuis qu'on s'est rencontrés, nous, il y a peut-être 3 ans au défi sportif. Oui, à peu près, ouais. Nouveau porte-parole, tu fais partie de l'écurie. Moi, je te regardais aller, le petit nouveau qui commence. Je me dis, je sais qu'il tripe sur le sport. Il a fait du basket. Mais c'est quoi le lien? Qu'est-ce qui fait qu'il a abouti au défi sportif comme porte-parole, comme ambassadeur au début? En tout cas, on testait tes facultés d'adaptation avec toute cette belle clientèle-là. Je me suis dit, un jour, moi, il demandé. Ben là, j'ai su. Là, j'ai l'air un petit peu innocent. Je connais la réponse. Mais c'est arrivé comment, toute cette espèce de période de séduction, dating avec le défi? Écoute, c'est très, très particulier parce que ça se fait en plusieurs temps, puis aussi, il y a plusieurs angles. Tu peux prendre ça différemment, mais grosso modo, c'est que, tu le dis, il y a toujours eu une affection pour le sport. J'ai toujours fait du sport. J'aime le sport, pas seulement le commenter, mais en faire aussi. Tu sais, j'ai plein d'affaires, puis je suis plus aussi agile que je l'étais dans le temps quand j'essaie des nouvelles choses, mais j'ai du plaisir à le faire. Et avec le temps, tu sais, je me suis mis à jouer au deck hockey l'été. Et j'ai joué pendant à peu près une dizaine d'années avec la même équipe, la même gang de gars. Puis, tu sais, pour moi, le sport, c'est, oui, la condition physique, c'est le plaisir, mais c'est aussi les liens sociaux que tu crées. Et avec cette équipe-là qui s'appelle le Panache, j'ai joué pendant longtemps. Puis, à un moment donné, je jouais aussi un petit peu l'hiver, je jouais à des moments différents. Puis, je tripais deck hockey et j'ai eu un accident au deck hockey. La balle orange, suite à un lancer frappé d'une puissance phénoménale, la balle a dévié sur un bâton, est allée directement dans mon œil. Non, je portais pas de lunettes. Je sais que j'aurais dû. Mais tu sais, tu fais des affaires, genre tu portes un jackstrap, mais tu mets pas de grille ou tu mets pas de visière. Je sais pas. Il y a une espèce d'inconscience, d'insouciance. Et j'ai perdu la vue de mon œil gauche. Donc, j'ai perdu mon œil avec le temps. Pas de pression dans l'œil. Œil de vitre, comme on l'appelle, donc une prothèse. Donc, tu sais, le sport, les handicaps, j'ai toujours été conscient. Mais là, je le vivais. Conscient de? Conscient que des para-athlètes, que le sport, ça pouvait être important justement pour les liens sociaux, pour la fierté, pour intégrer les gens. Parce que ça, c'est la partie du sport qu'on oublie. C'est bon pour l'estime de soi. Tu sais, quand tu joues, moi, je joue encore au basket dans une ligue mixte à Brébeuf les mercredis soirs. Puis on est une gang de gars et de filles qui sont genre fin trentaine, début quarantaine. On est vieux, on n'est plus aussi rapide puis tout, mais on a du fun. Puis quand on gagne des matchs, on est content, on est fier, puis on s'en parle pendant la semaine. Puis alors que ça veut rien dire, ces matchs-là, mais c'est bon pour notre fierté. Fait qu'imagine, nous, des personnes valides, qui aimons le sport, puis c'est bon pour notre fierté. Imagine des gens en situation de handicap, comment ça peut être bon pour leur estime, puis de sentir qu'ils font partie de la société. Tellement. Comme toi puis moi. Mais là, tu dis nous valides. Tu te considères encore valide, même s'il te manque un œil? Oui, parce que, écoute, c'est pas une question de comparaison, mais c'est que, tu sais, je peux continuer à fonctionner. Je dis toujours, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, j'ai toutes mes facultés. Puis après, tu me parles du défi, comment je me suis ramassé porte-parole, c'est que j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Puis quand je vois des athlètes en fauteuil ou des athlètes à qui il manque des membres, par exemple, qui continuent à faire du sport, qui performent, puis les Paralympiques, ça m'a toujours attiré quand même. Tu sais, moi, Chantal Petitclerc, là, pour moi, c'était pas une athlète paralympique, c'est une athlète tout court. Tu sais, je regardais ses pipes, c'est quasiment aussi gros que les tiens. La vitesse à laquelle elle pouvait rouler, puis tu sais, c'est une légende. Tu sais, c'est une légende. Tu sais, Ben Huot, que tu connais aussi, même chose. Tu sais, les gars, 9 médailles d'or, 22 médailles, je pense, au total. Tu sais, il les collectionne en paranatation. Mais moi, c'est ça que je trouvais le fun et extraordinaire. Fait que quand l'opportunité s'est présentée au défi, on m'a approché. En plus, j'avais un ami qui travaillait au défi. C'est même pas par lui que c'est passé. C'est quelqu'un d'autre, sans même savoir qu'on était ben chum.
qui m'a approché. Mais Yann? cet ami-là... C'était-tu Non, Yann? non, pas Yann, c'est François Giroir. Ah, ben oui, François. OK, ben oui. François, tu vois, je jouais au hockey avec lui dans l'équipe du Panache. Et il y a à peu près une dizaine d'années, il m'appelle à la dernière minute, j'étais au chômage. La première fois de ma vie, je suis déprimé, j'ai perdu ma job. 3 fois en 12 mois, pas de job. Puis là, l'été, j'habite dans Rosemont, petite patrie. Lui est au parc Jarry avec la gang du défi. Et il m'appelle d'urgence, puis il me dit « Meeker, on est dans le trouble. Notre mascotte peut pas se présenter. » Écoute, on est en plein mois de juillet, là. On fait une activité. Et là, il me demande de... Écoute, je débarque là. Il fait chaud. Aïe, aïe. Là, je suis dans le costume de Walter Go et je passe la journée et j'ai tellement été touché. Wow. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, il faut juste qu'on comprenne, la mascotte de Walter Go, c'est de la grosse fourrure. Là. Ouais. Puis c'est sûr que t'attires l'attention là, avec des jeunes kids qui ont des limitations, ils te voient arriver, t'es leur grand chum. Donc, c'est ça, qu'est-ce que t'as trippé, malgré le 8000 degrés que t'as eu à voir? Ils te courent après, tu cours dedans, tu cours après eux autres, t'as chaud, tu sues, ils te donnent des coups de pied, ils te tapent. Puis le mascotte, tantôt, puis moi, c'est fait pour te taper, là. Je suis désolé, là, mais c'est fait pour ça. Même quand je suis dedans, je le comprenais, puis je courais après, puis... J'avais tellement de plaisir. Puis, tu sais, j'avais déjà été en contact avec des jeunes en situation de handicap il y a longtemps, tu sais, dans ma vie personnelle, mais pas... Tu n'étais pas en contact régulièrement. Tu comprends pas nécessairement leur réalité ou tu penses que tu la comprends un peu, mais... Et là, de vivre une journée complète, puis de voir le plaisir, le bonheur, ça m'avait marqué. Mais là, avais-tu encore ton œil? À ce moment-là, j'avais encore mes 2 yeux. Ah, OK. Et là, plusieurs années plus tard, on m'invite, quand je commence dans les médias, à donner le départ, d'animer, en fait, le marathon, le mini-marathon pour le défi. J'y vais, peut-être 4 ans plus tard. J'ai encore une fois du fun comme ça se peut pas. Je participe à la cérémonie d'ouverture. J'ai du plaisir. Je suis resté là peut-être une demi-journée, mais j'ai trippé. Je suis sorti de là, le cœur rempli. Puis tu sais, c'est quétaine. Parce que t'entends des gens comme toi, entre autres, en parler, tu sais, dire... Hey, tu sors de là, t'es revigoré, t'as le cœur rempli d'amour, t'as du fun, t'es bien, puis tu surfes sur ce bonheur-là pendant des mois. Puis là, toi, de l'extérieur, tu te dis, ouais, il exagère peut-être un peu. Là. Jean-Marie, là, c'est un gars là, vraiment sensible, un peu excité, puis tout, puis tu te dis, bon, ok, c'est Jean-Marie. Non, pas too much, mais tu sais, genre, c'est Jean-Marie, il est exubérant. Puis là, tu le vis, puis tu te dis... OK, il est pas too much. Il a même pas dit la moitié de ce que c'était pour vrai, parce que tu parles de là, puis j'avais le goût encore de m'impliquer, mais... Tu sais, avec mon horaire, c'est compliqué des fois, puis je cherche toujours une manière de m'impliquer, mais c'est difficile. Tu sais, j'ai des amis qui font du bénévolat tous les mercredis de leur vie. Ils vont passer du temps avec des enfants. Puis je les admire. Je peux pas... Moi, des fois, je travaille le mercredi soir, j'ai ma fille. Et là, quand on m'a approché 4 ans après cet événement-là encore pour me demander « Aimerais-tu être ambassadeur? » Hey, écoute, c'est du sport. J'ai perdu mon œil à peu près 8 ans, 7 ans, je pense que c'est 6 ans à ce moment-là. 6 ans avant. J'ai participé 2 fois à des activités du défi sportif, puis j'ai trippé, j'ai adoré ça. Clairement que oui, je veux être ambassadeur, puis j'ai embarqué là-dedans sans même y penser. Puis depuis ce jour-là, puis je me rends compte que, tu sais, souvent, c'est les gens de l'extérieur qui te le disent, tu sais, ouais, mais Meeker, t'es un gars, tu travailles dans le sport, tu fais du sport, puis en plus, tu as continué à faire du sport malgré ton handicap. Mais, tu sais, tu me demandais tantôt, est-ce que je me vois encore comme quelqu'un de valide? Ben oui, mais en même temps, non, j'ai 50% de ma vue que j'ai pas. Puis je l'ai jamais senti, on me l'a jamais fait sentir, puis je me suis dit, si je peux te donner ça, puis je peux amener ça à ces jeunes-là qui participent au défi, qui se sentent inclus, qui se sentent dans la gang, puis qu'on oublie des fois, tu sais, tu peux pas oublier le handicap de quelqu'un quand c'est vraiment apparent, puis ça le limite, mais en faire fi, tu sais, genre triper, avoir du fun, jouer, tu sais, puis... En tout cas, c'est juste vraiment le fun, puis je me rends compte que cet enthousiasme-là, il vient de mes tripes, puis C'est clair, tu le dégages, mais ta limitation fonctionnelle n'est pas apparente. Non, exact. Ça paraît peu, maintenant. Ça paraît très, très peu. Moi, je le sais, mais je l'ai su après t'avoir vu la première fois, puis je m'en serais jamais rendu compte si tu me l'avais pas dit ou si on me l'avait pas soufflé à l'oreille. Donc, toi, comme porte-parole maintenant au défi sportif Altergo, tu l'as connu quand tu avais tes 2 yeux. Et là, tu en as perdu un. Est-ce que ça a changé quelque chose, toi, dans ton rôle ou d'ambassadeur du défi sportif? Un petit peu, dans le sens où je me sens pas comme un imposteur. Non, comme mais, moi, des fois. Non, mais toi, tu t'impliques depuis tellement longtemps avec le défi, avant même que ça soit connu, tu sais, grand public, puis qu'on en parle à la télé, à la radio et tout.
moi, en tout cas, pour moi, tu sais, quand tu veux t'impliquer socialement, des fois, tu te dis, ben, tu sais, cet organisme-là, depuis tellement longtemps, tu sais, je suis porte-parole aussi de Jeunesse au Soleil, puis je me dis, Oui. qu'est-ce que je peux leur amener de plus? Ils n'ont pas besoin de moi, puis, tu sais, moi, je fais un métier public, les gens me disent, ah, t'es connu. Non, je suis pas connu, je fais un métier public. C'est deux choses différentes pour moi, puis ça donne que les gens vont me reconnaître et tout, mais qu'est-ce que Meeker Guerrier a amené de plus qu'un Jean-Marie Lapointe, par exemple, au défi sportif? Alors que là, en ayant perdu mon œil, je me dis, moi, je le sais à quel point c'est important le sport pour l'estime personnelle, à quel point c'est important pour l'hygiène de vie. Puis, au-delà de la santé, comme je te dis, tout le principe, le lien social que c'est le sport, puis l'outil d'intégration. Et de valorisation. Et de valorisation. Donc, est-ce que je peux redonner? Oui, je pense que je suis plus à même à redonner ça puis dire aux gens, hey, moi, quand j'ai recommencé à jouer au deck hockey, là, j'ai braillé 2 jours avant de recommencer à jouer au deck hockey. Après, j'ai joué un peu, puis là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment limité. Puis j'étais déçu, ça me faisait de la peine et tout, mais j'ai continué, puis j'ai aimé ça. Après ça, je suis retourné vers le basket en me disant, c'est le sport que je connais le mieux, ça va être plus facile. Non, c'était plus difficile parce que j'ai de la misère avec les profondeurs. Je reçois le ballon, je peux pas mesurer la vitesse, je dois m'adapter. Puis les gens le voient pas. Donc, quand je joue, ils sont comme... je suis sûr qu'il y en a qui se disent, ils vont me dire, ils sont bien poche. Non, c'est que je vois pas, là. Je peux pas, là. Je me fais surprendre par la gauche. Tu vois, là, je viens d'accrocher la caméra parce que je la voyais pas. Tu sais, c'est tout ça. Puis je le sais à dans une infime mesure, ce que c'est, cette difficulté-là, puis cette espèce de chambranlement, là, puis en dedans de toi, tu te sens pas bien, puis tu comprends pas trop, puis il faut que tu te fasses la paix avec ça. Ouais. Fait que je me mets à la place de ces jeunes-là, certains qui ont eu des accidents, d'autres qui sont nés comme ça, puis je me dis, hey, en plus, eux, moi, je suis un adulte, c'est arrivé, j'étais début trentaine, là. Eux autres, c'est des enfants. Comment ils doivent se sentir, eux autres, quand ils sont à l'école, puis... Tu sais, je parlais à une athlète paralympique hier, puis elle me contait que quand elle était jeune, elle voulait tout faire. Elle voulait tout faire, puis sa famille est aveugle. En fait, elle a 4% de la vue, tu sais. Elle voulait tout faire, puis ses parents l'encourageaient, puis elle était comme, ben au pire, je vais me faire mal, tout ça. Puis à l'école, on voulait pas qu'elle fasse rien. Puis elle était tout le temps exclue. Elle pouvait pas participer parce que, justement, elle avait des limitations visuelles, puis... Elle était frustrée, elle était choquée, puis plus tard, bon, elle a développé après ça son sport. Maintenant, elle fait du judo. C'est Priscilla Gagné, pour pas la nommer. Et je me suis mis à la place de cet enfant-là, de cette Priscilla Gagné jeune, puis je me suis dit, aïe, aïe. Ouais. Tu sais, des fois, tout va bien, t'es valide, puis physiquement, tout est correct, puis tu te sens exclu. Imagine si en plus, t'as quelque chose d'apparent comme ça. Fait que c'est là où je me dis, je peux faire mon petit bout. Mais ton petit bout, comme tu dis si bien, tu le fais... Et tu comprends déjà comment s'adapter, ce que tu as eu à faire avec un œil en moins. Donc, les perceptions, les perspectives de distance, de vitesse, c'est plus pareil pour toi, Meeker. Ouais, donc, il a fallu que tu t'adaptes. Donc, les gens au défi sportif, c'est des spécialistes de l'adaptation. Ouais. Donc, quelque part, you can relate, si tu me permets l'anglais. Vous pouvez connecter sur cette façon de vous adapter. Et la beauté, c'est que tu as un micro, tu as une antenne, tu as une caméra, et quand t'en parles avec conviction, t'en parles avec humanitude, tu le sais, you've been there, t'es passé par là. Donc, ton rôle, notre rôle, quand on est porte-parole, c'est d'amener une caméra et un micro là où il y a souvent moins d'intérêt. Oui, exact, puis t'en parles avec ton cœur, puis... tu sais, au-delà de tout ça, là, de mon expérience, du défi des enfants, moi, une affaire que... Puis, tu sais, je parlais de Chantal Petitclerc tantôt, Benoît Huot, c'est... J'ai beaucoup d'admiration pour les athlètes. Ouais. Peu importe leur discipline, à la base. Parce que je sais ce que ça prend pour réussir puis te rendre aussi loin. Puis pour moi, quand on parle de para-athlète, le plus important, c'est pas para, c'est athlète. Ouais. C'est des athlètes. Et tu sais, pour réussir à performer, tu peux pas juste... Puis là, je te donne un petit scoop. Je travaille sur une émission à Télé-Québec, puis un de mes défis, c'est est-ce que Meeker pourrait participer aux Paralympiques de Paris 2024? Puis la réponse, on la connaît. Mais tu sais, on joue le jeu, on essaie les affaires et tout. Puis c'est juste pour montrer que ces athlètes-là dédient leur vie à leur sport. Ils donnent tout comme des athlètes valides.
puis ils ont besoin d'une même expertise, puis ils vont compétitionner contre d'autres para-athlètes qui ont la même expertise. Fait que quand ils gagnent une médaille, ils ont autant de mérite qu'un athlète valide Clairement. aux Olympiques à gagner une médaille. Fait que moi, c'est cette admiration-là aussi qui me donne le goût de parler du défi, puis qui me donne le goût de représenter le défi aussi, parce que il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui, para-athlètes qui se rendent aux Paralympiques, qui ont commencé au défi. Puis ça, je le savais pas. Ben oui. Puis en l'apprenant, ça m'a juste donné encore plus le goût de représenter. Tu parleras à Élodie Tessier, qui est sur l'équipe nationale de basket en fauteuil. C'est moi, je l'ai connue, elle était au secondaire. Ouais. Tu sais, et là, elle est rendue une des tops. Tu sais, j'ai même une photo où elle est assise à côté de Chantal Petitclerc, son idole. Tu sais. C'est fou, hein? Il y en a une qui dit, regarde, t'es capable toi aussi. Puis comme disait mon ami Félix Morin, qui a une paralysie cérébrale, lui, il dit, non, je suis pas handicapé, je suis handicapable. J'aime tellement ce one-liner-là. C'est tellement payant. Donc, tu vois, mais juste pour revenir à ton émission à Télé-Québec, est-ce que ça va être sur le handicap tout le long ou c'est juste cet épisode-là? C'est cet épisode-là Parfait. parce que C'est cool. l'émission s'appelle l'émission possible. On est 3. Il y a Fred Bastien, Léane Labrèche d'Or et on a chacun des missions. Donc, on va sur le terrain, on aborde des sujets, des enjeux sociaux et ensuite, on rencontre aussi des experts. Fait qu'on part un peu avec notre idée, qu'est-ce qu'on a en tête et on va vérifier sur le terrain comment ça se passe. Super. Donc, moi, c'était une de mes missions et j'ai proposé, entre autres, le boccia. Puis c'est moi qui ai proposé des disciplines paralympiques. Puis on a fait du judo aussi. Donc, Quelle belle idée et quelle belle visibilité aussi. Hein, Oui, exact. C'était ça le but. Là. Fait que, dis-moi, avec Sun Youth, c'est arrivé comment? Parce qu'effectivement, j'ai vu beaucoup ton nom associé à Sun Youth. Ben, grosse campagne de financement parce qu'ils ont dû déménager leurs locaux qui étaient sur Saint-Urbain. Ouais. Écoute, ils étaient là depuis quoi? Je pense 50 ans quasiment. Facile. Et ils ont dû, parce que la commission scolaire a récupéré l'immeuble, donc ils déménagent, ils se font construire un nouvel immeuble sur Saint-Laurent et Gary Carter. OK. Et là, ce que je trouvais extraordinaire, en fait, de cette histoire-là, c'est qu'on m'approche, c'est pour la campagne de financement francophone. Puis, tu sais, Sun Youth, Jeunesse au soleil, moi, ce que j'aime, je sais que ça froisse des gens, là, des fois, mais ça représente beaucoup Montréal. Tu sais, c'est bilingue. Oui. Puis, multiculturel aussi. voilà, quand tu veux aller rejoindre tout le monde, des gens qui ont besoin de soutien, il faut que tu aies cette ouverture-là. Puis des fois, oui, il faut que ça passe par l'anglais. Puis Montréal, oui, il y a une grosse communauté anglophone, puis il y a une communauté allophone qui, parfois, pour eux, c'est plus facile l'anglais. Puis le français est aussi très présent, très important aussi parce qu'on est à Montréal. Ben oui. Puis moi, j'ai grandi là-dedans. Tu sais, j'ai grandi à Parc Extension à Montréal, un quartier multiculturel où, quand j'entendais parler français dans l'autobus... Tu te revirais de bord, hein? Oui, puis je me demandais si la personne était perdue. Tu sais, ça donne une idée. Tu sais, il y avait des Haïtiens dans le nord, surtout de Parc Extension. Nous, on était un peu plus dans le sud et... on est francophone chez nous, la première langue chez nous c'est le français, mais ça m'a toujours marqué d'entendre autant d'allophones. Et là, Jeunesse au soleil m'approche, me demande si je veux être porte-parole pour la campagne de financement, là ils me présentent le projet et ils construisent leur nouvel immeuble dans l'ancien gym où j'allais quand j'étais, après l'université, j'habitais dans le quartier Villeray, dans ce coin-là. Okay. Puis j'allais à ce gym-là, en face du parc Jarry. Ben oui. Parc que j'ai fréquenté toute ma jeunesse parce qu'on traversait le chemin de fer en provenance de Parc Extension. On dirait que toutes les étoiles étaient alignées. Mm-hmm. Puis tu sais, là, quand t'es porte-parole d'un organisme ou d'un autre, moi, j'aime bien que tout le monde soit au courant. Fait que j'aurais dit, ben écoute, je participe au défi, le défi s'en vient. Puis eux autres sont comme, ah oui, on les connaît, bien sûr, tout ça. Puis j'ai réalisé aussi à quel point Jeunesse au soleil aidait, pas seulement dans certaines... Tu sais, le sport, je le savais. Tu sais, j'ai un lien, évidemment, avec le sport. Donc, tu sais, les équipes de basket, équipes de football, entre autres. Mais aussi, tu sais, je savais les banques alimentaires, ça, je le savais. Mais là, j'ai commencé à comprendre tout ce qu'ils faisaient aussi pour aider, par exemple, à l'intégration des nouveaux arrivants. Mm-hmm. Quand il y avait des sinistres aussi, ils font un peu ce que la Croix-Rouge fait. Quand il y a des incendies, tout ça, on va aider, on va donner des couvertures, on va essayer de leur trouver des logements, on va tout ça. Plusieurs tentacules, Sun Youth, Jeunesse au soleil. Exactement, partout à Montréal. Ouais. Puis ça aussi, c'est venu me chercher. Puis c'est encore dans la même réflexion de comment je peux redonner. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu une enfance, somme toute, normale. On n'a jamais manqué de rien à la maison. Mes parents sont arrivés d'Haïti assez jeunes, début vingtaine. Les deux se sont rencontrés ici. Ah oui? Ont décidé de fonder une famille et tout. Puis, tu sais, comme je te dis, Parc Extension, quartier de transition, parce que les gens arrivent, habitent à Parc Extension, c'est pas cher. C'est pas toujours super le fun. Là, mais... Non. Et ensuite, ils quittent vers d'autres quartiers. Mais nous, moi, j'ai passé
à peu près 2 ans jusqu'à 21 ans à Parc Extension environ. Wow. Là. Fait que toute ma vie ou presque ma jeunesse, je l'ai passée là. Et mes parents, pour eux, c'était toujours important de redonner. T'sais, on est arrivé ici, on a pu profiter du système comme tremplin pour vous envoyer à l'école, vous donner une bonne éducation. T'sais, mes parents se sont sacrifiés, saignés, je peux même dire, pour m'envoyer à l'école privée, entre autres. On a eu une bonne éducation, jamais manqué de rien. On a eu des bons emplois comme ado. Mon père a eu des entreprises, puis ils ont toujours donné autour d'eux. Puis mon père m'a expliqué que quand il était jeune, il y avait toujours, chez lui en Haïti, des enfants qui n'étaient pas de la fratrie, qui étaient accueillis à la maison. Que ce soit deux cousins éloignés, 2 amis, 2 enfants du village voisin qui habitaient chez eux. Son père les envoyait à l'école, leur donnait de la job, leur donnait à manger et tout, comme s'ils faisaient partie de la famille, mais il n'y avait pas de lien de sang nécessairement. Fait que ça c'est toujours resté chez mon père. Toujours aider sa famille en Haïti, aider des amis. Jusqu'à sa mort, ça a toujours été le cas. Ma mère aussi, même chose. Son frère en Haïti, des tantes, des oncles, tout ça. Fait que c'est un peu dans mon ADN, tu sais, de vouloir redonner. Mais à un moment donné, tu sais, tu nais en Occident, tu vas à l'école privée, tu as une bonne petite job étudiante, puis après ça, tu as une bonne job à l'université, puis là, tu te pognes un appart, puis là, tu sais, tu mènes la vie de vingtaine au-dessus de tes moyens, puis tu as du fun, puis quand tu arrives à un moment où tu es plus vieux, puis là, tu te demandes, c'est quoi tes vraies valeurs? Qu'est-ce que tu veux léguer, entre guillemets? Là, j'ai eu un enfant aussi. Tu dis, OK, qu'est-ce que je veux léguer? Qu'est-ce que mes parents m'ont légué, que je peux léguer à mon enfant? Puis là, tu dis, il faut que je redonne autour de moi. Tu sais, je le faisais un peu, tu sais, à Noël, tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire de manière soutenue, de manière concrète, à l'année, pour redonner à la société, puis redonner ce qu'on m'a donné, puis redonner autour de moi. Puis c'est là où tu te poses des questions, puis hey, c'est drôle, les étoiles s'enlignent, le défi m'approche, Jeunesse au soleil m'approche, puis tu sais, c'est pas des engagements où tous les jours tu as quelque chose ou toutes les semaines, mais de temps en temps, tu vas passer une semaine intense au défi, tu vas faire des journées médias, tu vas faire des chroniques à la radio, tu vas en parler, Jeunesse au soleil, campagne de financement, tournoi de golf, événements de basket, etc. Donc, c'est comme ça que tout ça s'est présenté, puis ça s'intègre parfaitement bien dans ma vie. Là. Je t'écoute parler, j'ai l'impression que tu as une maudite belle vie, mais le plus beau, c'est que tu en es conscient. Écoute, c'est bien dit. Tu sais, t'es vraiment perspicace parce que, tu sais, moi, une des choses pour moi qui est super importante, puis que je dis tout le temps, c'est tu as le droit de tout faire dans la vie, sauf manquer de gratitude. T'as pas le droit de manquer de gratitude. Tu sais, c'est d'être conscient de la chance. Ma mère aime pas ça que je parle de chance parce qu'elle dit t'as travaillé fort pour ce qui t'arrive, tout ça. Je dis oui, maman, mais tu sais, je suis chanceux d'être né ici, là. D'être né au Québec. Tu sais, j'aurais pu naître n'importe où sur la planète, puis tu regardes ce qui se passe sur la planète, puis tu te dis, il y a des gens qui sont dans la misère, qui vivent sous les bombes, qui vivent au milieu de catastrophes naturelles, puis ils n'ont pas choisi d'être là. Moi, je vis un endroit où, tu sais... D'autres Haïtiens auraient aimé peut-être aussi venir ici. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est le des hasard. frères et sœurs, quelque part, symboliques, là. Ben oui, puis j'ai de la famille aussi là-bas, puis c'est compliqué, là. Tu essaies d'avoir un visa pour faire venir une jeune fille de 27 ans qui a un diplôme universitaire, peut-être ses épaules, puis qui pourrait contribuer, mais pas de elle peut même pas venir visiter, tu sais. Aïe, aïe. Fait que tu te dis, moi, je suis ici, là, OK, ça c'est 1. 2, je pense que j'ai été chanceux quand même dans la vie, tu sais, de manière générale, puis ma meilleure amie me dit tout le temps, t'es tellement merdeux, Fait que quand j'ai eu mon accident, tu vois, ça, c'était une des façons de passer par-dessus. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que tu payes pour ta chance dans la vie. Puis si on m'avait dit que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui, mais qu'il fallait que je donne un œil, je pense que je l'aurais fait le deal. Ah oui? Ben oui. Ben oui, arrête, là. Je veux dire, je suis en santé, j'ai un enfant en santé, je fais ce que j'aime dans la vie. Avec du succès au bout? Écoute, je sais pas, le succès pour moi, tu sais quoi? C'est durer dans le temps. Si je fais encore cette job-là dans 30 ans, là, tu vas pouvoir te dire j'ai eu du succès parce que je suis encore dans les médias, je parle encore de sport, je suis encore animateur. Puis pour moi, c'est ça le vrai succès, c'est durer longtemps parce que tu peux avoir ton 15 minutes de gloire, puis après, on t'oublie. Là. Particulièrement avec l'ère des réseaux sociaux. Tu le sais ce que c'est. Là. Ça fait longtemps que tu fais ce métier-là. Il y a beaucoup plus de revers que de victoires. Puis les gens s'en rendent pas toujours compte. Fait que de pouvoir vivre de mon métier... Écoute, depuis que j'ai 8 ans, je veux faire ce job-là, puis je la fais aujourd'hui. À un moment donné, je veux dire,
juste ça, là, j'ai un toit, j'ai à manger. Ouais. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? T'as un petit coussin. Tu peux te permettre de ne pas travailler pendant un mois, puis ça n'affecte pas ta vie ni celle de ton enfant. Exactement. Puis même un peu plus, tu sais. Ouais. C'est une bénédiction, là. Combien de personnes... Puis moi, l'affaire aussi, c'est que je les ai faites, les jobs de merde. Je les ai faites. Non, mais c'est vrai, tu sais. J'ai lâché le cégep, puis là, maman m'a dit, parfait, ben tu vas travailler. Puis mon père capotait, tu vas travailler, ben tu vas nous payer une petite pension. Tant que t'es aux études, tu payes rien, mais sinon, ben bon... Fait que là, j'ai travaillé comme journalier. Tu sais, je sais pas si les gens savent c'est quoi un journalier, là, mais t'arrives le matin dans les bureaux, puis là, ils te disent où est-ce que tu vas pour ta job, puis ils te shippent dans une petite vanne, puis là, j'arrive là, premier matin, j'ai à peu près 17 ans, puis là, ils disent, parfait, t'embarques dans la vanne, tu t'en vas déneiger le toit de l'immeuble. Dans le temps, c'était Canadair, maintenant, c'est Bombardier à Ville-Saint-Laurent, vous allez déneiger. Mais moi, j'arrive, imagine, là, 17 ans, là, je sors de l'école privée, j'étais au cégep à Bois-de-Boulogne, après une session, je suis tanné, une session ou un an. Puis là, j'arrive avec mes petits running, mes jeans, tout cool, mes petites lunettes. Hey man, des petites mitaines, là, genre des petits gants là, de toile, puis là, tu te déneiges, là. Puis là, c'est... Non, tu vas pas en dedans prendre une pause parce que t'as frette, là. Non. La pause, c'est dans 3 heures, là, comme tout le monde, là. Puis si tu quittes ton poste, là, c'est considéré comme une démission, là, puis tu seras pas payé pour le reste de ta journée, là. Fait que là, tu déneiges ça avec des gens qui viennent d'arriver au Québec, qui parfois parlent pas français, ont une famille à nourrir. Ils débarquent là, puis dans le temps, c'était à peu près, je pense que c'était en bas de 10 piastres de l'heure. Ouais, c'est environ 10 piastres de l'heure. Salaire minimum. Puis là, tu pelletais, là, t'as froid. Puis à un moment donné, tu regardes la porte, puis tu dis, mon Dieu, j'ai le goût d'aller au show là-dedans. Ouais. Eux autres, à côté, ils regardent pas la porte, là, ils font leur job, là. Puis toi, t'es là, là. Puis là, tu te sens, là, comme une espèce de petit enfant gâté, là. Puis je suis rentré, là, j'ai lâché, j'ai fait, my God, OK, c'est ça la vraie vie, là. Tu débarques ici, là, fait frette, t'as pas connu le froid de ta vie, mais faut que tu travailles. Puis là, la seule job qui te prennent, là, c'est cette job-là, parce que j'avais envoyé des CV partout, mais personne ne voulait dans la d'autres 17 ans au mois de février ou au mois de janvier, là, je veux dire, c'est pas ça. Comment t'es passé de cette job de merde-là à travailler dans les coms? Je suis retourné aux études. Après, à un moment donné, là, t'allumes, puis là, tu te dis... OK, moi, je ferais pas vivre une famille avec un salaire de 10 piastres de l'heure de même, là, à travailler 40 heures semaine, payer un appart, une voiture peut-être, puis l'école pour les enfants, puis les vêtements, puis tout. OK, les études. Puis ma mère avait eu la brillante idée, elle m'avait dit, tu vas travailler, mais continue donc à aller à l'école, au cégep, un cours ou deux par session, puis tu vas voir à un moment donné, tu vas avoir fini. Elle dit, que tu fasses rien, le temps va passer. Que tu fasses de quoi, le temps va passer. C'est aussi bien de faire de quoi. Fait que je prenais 1-2 cours par session, puis à un moment donné, j'ai fait ce job-là. Là, j'ai lâché, j'ai pris un cours de plus. Là, j'ai eu une autre job un peu meilleure dans un centre d'appel. Fait que là, je continuais à aller aux études, puis je travaillais. Puis à un moment donné, hey, mon Dieu, j'ai presque fini mon deck, moi. Il me reste comme 3-4 cours, je vais toutes les prendre en même temps, puis je vais finir mon deck. Puis ma mère a dit, hey, tu devrais t'inscrire à l'université comme étudiant libre. Tu sais, prends 1 ou 2 cours, tu vas voir. En plus, ils sont au choix. Tu vas pouvoir, si t'aimes ça, puis... Laisse faire l'Université de Montréal. Je sais que ton père veut que tu ailles là, puis tout, mais essaye l'UQAM. Ma mère, elle, l'histoire, c'est qu'à 40 ans, elle a décidé de retourner aux études. Donc, terminer son secondaire 5, aller au cégep, puis aller à l'université après. Et on a été, l'histoire, elle le dit pas, mais on a été au cégep en même temps pendant 1 an. Puis ma mère m'a dit, toi, là, 2 choses. Premièrement, tu m'appelles pas maman dans les couloirs. Deuxièmement, viens pas me voir pour de l'argent. Fait que, moi qui avais honte, ou entre guillemets, que ma mère soit au même cégep, c'est elle qui voulait pas que le monde sache que j'étais son fils. Fait que j'ai vu ma mère faire ce circuit-là, puis elle était rentrée à l'UQAM, elle faisait son bac. Puis elle m'a dit, tu devrais aller à l'UQAM, c'est plus ton genre, c'est en ville, il y a de l'action, il y a beaucoup d'activités parascolaires et tout et tout. Fait que j'ai décidé de prendre des cours comme étudiant libre à l'UQAM. Je finissais mon deck, oui, parce qu'entre-temps, ils m'ont mis dehors de mon cégep parce que je coulais mes cours, j'y allais pas puis tout. Fait que là, j'ai suivi mes cours à Rosemont et au Vieux-Montréal. Fait que là, à la fin, quand j'ai fini mon deck, je faisais mon projet d'intégration au cégep de Rosemont, j'avais des cours au Vieux-Montréal, je prenais des cours comme étudiant libre à l'UQAM, puis je travaillais. Puis là, j'étais comme... Hey, c'est le fun, l'université. Je peux apprendre des affaires que j'aime. Fait que je prends des cours là, finis mon deck, j'ai mon diplôme, je m'inscris au certificat en animation recherche culturelle à l'UQAM. Là, j'ai du fun. Le certificat arrive vers sa fin. Je dis, hey, je peux m'inscrire au bac. J'ai déjà un tiers de bac de fait. Fait que je m'inscris au bac. Puis petit à petit, là, tout le monde me dit, hey, tu travailles dans les médias, tu serais bon là-dedans, tu as le charisme. Mais je suis comme, par où je commence? Puis
j'ai travaillé entre autres pour Michel Brûlé qui lançait un journal web écoute, c'était au milieu des années 2000-2006 peut-être. Y avait-tu les Intouchables déjà à ce moment-là? Déjà les Intouchables, gros succès, il y avait assez d'argent pour dire moi je veux concurrencer le voir en ligne. Mais là, ça c'est bien avant là, ce qu'on connaît aujourd'hui. Là. Lui, il se dit le papier, ça va mourir, tout va se passer sur Internet. C'est un visionnaire un peu fou, mais fait que j'ai commencé là, puis vu l'ambiance avec lui et tout, j'ai lâché. Mais des années plus tard, je me suis dit hey, moi, je veux pas me retrouver à 40 ans puis me dire j'aurais dû, donc dû, ben dû. Fait que je vais me réessayer dans une carrière dans les médias. Puis j'ai commencé au bas de l'échelle comme recherchiste, remplaçant, ensuite recherchiste au 91.9 avant que ça devienne la radio sportive à Radio 9 dans le temps. J'ai commencé comme recherchiste. Ensuite, j'ai fait un peu de micro. Ensuite, c'est devenu une radio sportive. Ils ont décidé de me garder. Là, je te fais une histoire rapide. Là. Wow. Puis de fil en aiguille, ça a fait de boule de neige. Il y a du monde qui m'ont vu, qui m'ont engagé. Puis maintenant, je vis de ça à temps plein. And the legend was born. Je sais pas si c'est une légende, mais écoute, je vis de ma passion et de ce que j'aime. Donc, je suis béni. Quel fichu de beau témoignage. Tu rends hommage à tes parents à travers tout ça. Tu rends hommage à la résilience, mais aussi au plaisir. T'as du fun dans la vie, là. Mais je suis comme toi. Clairement. Sérieux, c'est pas pour rien qu'on s'entend bien. C'est sûr. Excuse-moi. C'est facile. Je te laisse tousser, mais c'est vrai qu'on se ressemble. Puis pendant que tu reprends ton souffle, on va faire une petite transition musicale. Vous venez d'entendre Meeker Guerrier, qui est devenu un collègue, un ami du défi sportif Altergo, et qui nous parle de sa passion pour la vie, sa gratitude dans la vie. Puis après ça, on va poursuivre au retour avec notre petit jeu des questions mystères. Ici Jean-Marie Lapointe, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Porte-Parole sur Canal M. Mon invité aujourd'hui, Meeker Guerrier. Meeker, la première portion de l'émission, on parle de ce qu'on a jasé, de toi, de ton rôle de porte-parole, des valeurs familiales. Et aussi, on a un chapeau magique avec des questions, mais on a aussi quelque chose en commun. Je pense qu'on aime profondément l'humain. Et je crois profondément qu'il faut avoir connu la perte, la douleur, le deuil, et là, tu me vois venir, nos papas. Ah, mon Dieu. Nos papas ne sont plus avec nous physiquement, mais ils sont spirituellement dans notre cœur. Je t'en parle, j'ai de l'émotion qui monte et je peux juste imaginer ce que toi, tu vis présentement parce que ça fait pas des années que ton père est décédé. Là. Quand mon père est décédé au mois d'avril 2023, une des premières personnes à qui j'ai pensé, c'est toi. Oh boy. Puis je t'ai écrit pour te le dire. Parce que quand ton père est décédé, puis on savait qu'il était malade, que bon, ça allait potentiellement arriver. Bon, mon père, c'est arrivé un peu plus rapidement, de manière un peu plus soudaine. Puis t'as dit une chose au funérailles de ton père qui m'a tellement marqué. T'as dit, je suis content que, puis je paraphrase, je suis content que mon père et moi, on n'avait plus rien à régler. Puis ton père est décédé avant le mien, puis ça m'a tellement touché. J'ai trouvé ça tellement beau. Tu sais, puis c'était... Puis je me suis dit, puis je me suis posé la question, je suis-tu rendu là avec mon père? Puis je me suis rendu compte que oui. Mais je m'en serais jamais rendu compte si je t'avais pas entendu en parler. Puis, tu sais, on a eu nos passes, nos froids, tu sais, puis c'est tout le temps ça, les relations père-fils, là, c'est des passages à vide. Moi, il y a des années, j'ai pas parlé à mon père, puis Mais à la fin, on pouvait s'asseoir côte à côte, puis parmi mes derniers souvenirs avec lui, c'est on est assis, puis on se parle pas. On est assis un à côté de l'autre, on se parle pas, puis on regarde la télé. Puis à un moment donné, il me dit puis, Canadien... tu sais, là, qu'est-ce qui se passe, là? Puis là, on se met à parler de sport, puis tout.
une autre pause. Puis là, il me dit hey, change donc, mets sur le match du CF Montréal, là, qui est parfait. Puis 2 secondes après, on change pour le football. Puis on revient au hockey. Mais il y a des gens qui trouvent ça futile, le sport, mais c'était un lien tellement fort entre nous deux. Là. Puis on pouvait parler politique parce que si je fais du sport et société aujourd'hui, c'est à cause de mon père. Les plus vieux souvenirs que j'ai avec lui de télé, c'est Le Point avec Simon Durivage et Madeleine Poulain. T'sais, on regardait ça, j'étais jeune, là, j'avais 8-10 ans, là, puis c'était genre 22h30 là, après le téléjournal avec Bernard de Rome. Fait que ça a toujours été ça, toujours très conscient de ce qui se passe autour de lui puis sur la planète. Fait que ouais, ça a été un choc de le perdre, ça l'est encore, puis mais ouais, puis je me rends compte que les relations, c'est ça. Père-fils, c'est complexe, puis on a beaucoup à apprendre aussi des autres hommes autour de nous quand on se parle, là, puis on s'écoute parler, puis qu'on parle vraiment de nos sentiments. Puis des autres modèles paternels que tu as dû probablement emprunter à travers ton évolution, étant donné que tu n'étais pas toujours proche de ton père, tout comme moi, et j'ai eu des beaux modèles de père de remplacement. Ouais. J'imagine que toi aussi, tu devais avoir des figures qui disaient « Ah, ça a de la vie, ce monsieur-là. » Ouais, mais... Ça peut être un prof aussi, là. Mais sais-tu quoi? Excuse-moi. J'ai un prof qui m'a... Richard Cochon, un prof à l'université. Puis c'était en plein dans cette période-là où je parlais moins à mon père, même presque pas. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de valeurs aussi qu'il avait qui étaient les mêmes que celles de mon père. La famille, la loyauté, avoir une parole, l'engagement, tout ça. Puis Richard m'a beaucoup appris du côté académique. C'est devenu un mentor, mais du côté humain aussi. Il m'a pris sous son aile, puis il m'a appris beaucoup de choses sur l'animation de groupe, sur les phénomènes de groupe aussi, beaucoup sur la communication, mais sur l'humain aussi. Comment tu approches un humain, comment, quand tu t'ouvres à un autre humain, tu lui ouvres la porte pour que lui aussi s'ouvre. Ben que c'est pas un réflexe qu'on a naturellement dans notre culture nord-américaine et occidentale de dire « je vais te montrer une vulnérabilité ». Et tu te rends compte que très souvent, comme par magie, l'autre aussi. Alors qu'on est élevé à être tough, puis à avoir un certain masque, puis à avoir un front en bon québécois, puis dire « moi, je suis un tough, puis gardez vos distances, puis rentrez pas trop dans ma bulle, puis tout. » Mais c'est pas ça, un humain, puis c'est pas ça, un homme avec un grand H. Non, puis tu vois, je vais te faire sourire parce que la dynamique père-fils à travers le sport, le nombre de matchs de hockey, de combats de boxe, de games de foot de la NFL, mon père, on a regardé, lui et moi, toute notre vie, très souvent dans le silence, mais il y avait une communication ce qui était là. Il y avait une complicité. Moi, j'avais été accepté à l'UQAM en animation socio-culturelle à l'époque. C'était le nom du programme. J'ai dit « fuck it, ça a l'air drôle ». Je suis allé en Australie 3 mois. Alors, tu vois, je trouve ça drôle quand tu as été accepté dans le programme, tu l'as fait. Et puis, c'est fou comment ces valeurs-là de vulnérabilité, elles nous sont montrées par l'exemple. Parce que c'est pas dans un livre que tu l'apprends. Non. C'est l'exemple, que ce soit Richard Cochon, ton père ou peu importe, tu sais. Puis toi-même, je sais pas quelle sorte de bonhomme t'es, mais moi, je te sens capable d'être dans la vulnérabilité. Et c'est une belle force, ça. J'essaye. Des fois, c'est tough. Surtout, t'es impressionnant. T'es quoi, 6 pieds 3? 6 pieds 4, 6 pieds 4? C'est impressionnant? Ben, c'est que... Tu sais, puis après, ça rentre après ça dans d'autres discussions philosophiques sur c'est quoi être un homme, puis tout ça, mais c'est quoi la masculinité aussi. Mais je pense que, la vulnérabilité, tu peux te montrer vulnérable à certains moments, puis surtout dans l'intimité, dans ton entourage, les gens qui sont proches, puis ça va t'apporter beaucoup, tout en étant solide sur tes patins, puis en mettant des limites aussi, puis en disant, non, tu traverseras pas cette ligne-là, là. Mais... Je peux te tendre la main, puis je peux tendre vers une ouverture, une écoute, puis accueillir également l'autre, même s'il est différent, que ce soit d'un point de vue philosophique, politique, religieux, peu importe les différences là, qu'on veut noter. On peut entrer en contact avec l'autre comme ça, en montrant une certaine vulnérabilité, mais aussi une certaine humilité. Puis ça, mon père, je dis souvent que j'ai hérité de son orgueil, mais j'ai aussi hérité de son humilité. Puis ça se complétait bien dans le sens où des fois, son orgueil prenait le dessus, l'humilité embarquait, puis disait « OK, là, calme-toi un peu. » Puis surtout avec l'âge, là,
je le sentais devenir plus sage aussi. Puis il y a le fait que moi aussi, je vieillissais, là, mais de plus en plus sage, de plus en plus philosophe, puis un peu plus de laisser aller. C'est plutôt que d'essayer de tout contrôler. Puis mon père, c'était un peu ça. Puis ma mère aussi, c'était beaucoup dans le contrôle avec le temps. Beaucoup plus de laisser aller. Puis j'essaie d'apprendre ça aussi, puis de l'enseigner à ma fille. Là. Quand ton papa est décédé, quand il est parti, il t'a dit salut, je sais pas comment il est parti, dans quel état, mais le sentais-tu en paix? Ouais, de manière générale. Puis je pense que ça m'est venu de lui aussi, cette partie-là, de dire, moi, je me couche sur mes 2 oreilles le soir. En sachant que t'as pas joué dans le dos à personne, t'as été honnête. Pardon. Que les gens peuvent parler en mal de toi ou parler dans ton dos, whatever, mais toi, tu sais ce que tu vaux, puis t'as été honnête, puis personne peut te reprocher d'avoir dit la vérité ou d'avoir été authentique. Fait que ça, je pense que il est parti en paix à ce niveau-là, dans le sens où je regarde tous les commentaires qu'on a eus sur mon père, puis le nombre de personnes. Hey, ça, c'est une affaire. C'était vraiment impressionnant, le nombre de personnes qui étaient au salon funéraire. Ah ouais. Quand ma mère a dit aux gens du salon, ouais, il devrait peut-être avoir environ 150, 200 personnes. Un peu surpris, puis il croyait pas vraiment à ma mère. Puis moi, je me disais, ouais, ça va être autour de 200, mettons. Puis je pense qu'il y a eu pas loin de 300 personnes qui sont venues au salon. Puis la journée des funérailles, il devait avoir à peu près un bon 200 qui étaient là. Wow. Puis, écoute, ça a été vraiment impressionnant. Puis je me suis rendu compte, puis ça, c'est fou parce que tu te rends pas compte à quel point tu es comme tes parents jusqu'à temps que tu vieillisses. Quand tu vieillis, moi, c'est dans la vingtaine, j'ai commencé à voir que j'étais un peu comme ma mère des fois. Je suis spontané, je pars quelque chose, je vais me rendre au bout. Puis là, 2 heures du matin, je me mets à faire du ménage. Je vais le faire au bout, tu sais. Mais j'ai une idée en tête. Mon père, c'était quelqu'un qui tissait des liens, mais c'était un rassembleur aussi. Puis je m'en suis rendu compte à ses funérailles à quel point il avait gardé des contacts avec des gens toute sa vie. Wow. Tu sais, en Haïti quand il était jeune, ses premiers jobs quand il est arrivé au Québec, sa première entreprise, sa deuxième entreprise, des amis de tel quartier quand il habitait à tel endroit, des amis de la dernière entreprise dans fin de carrière, il a décidé de partir une entreprise de transport. Il y avait plein de monde qui était là aussi, des clients, des anciens clients, son avocat, son comptable. Puis là, tu fais comme, aïe, mais je suis pareil, moi. Tu sais, je fais des parties chaque année, des gros parties là, avec une centaine de personnes chez nous. J'ai des amis de la maternelle, du primaire, du secondaire, du cégep, d'une job que j'ai eu à 18 ans, d'une job que j'ai eu à 22. De l'université, j'ai gardé des amis du bac, des amis du certificat, des amis du hockey quand je jouais au hockey COSOM du centre sportif à l'UQAM. Je suis encore en contact avec les gens du centre sportif de l'UQAM. Mes jobs avant que je sois dans les médias, j'ai des amis encore de là. J'ai travaillé dans un bar, j'ai gardé des amis. J'ai travaillé dans différents médias, j'ai gardé du monde. Puis là, je me suis rendu compte, ailleurs, mais je fais exactement ce que mon père faisait, c'est-à-dire tisser des liens, garder des liens, mettre des gens en contact qui devenaient amis des fois sans lui, qui se partaient des business sans lui. Fait que, ouais, je me suis rendu compte que j'ai hérité de ça de lui. Puis il est parti en paix parce que personne pouvait dire que mon père leur a fait quelque chose de mal. Il n'y a personne, je vois pas qui pourrait débarquer et dire « Ouais, ton père t'a l'affaire. » Non, personne ne peut dire ça. C'est une belle source d'inspiration, c'est un bel exemple. Toi-même, tu l'incarnes, mais c'est le fun de voir que, wow, tu as eu un pas pire modèle. Ouais, quand même. C'est beau. Prochaine période de questions. Ouais. C'est ça, c'est que des questions à développement. Dans le chapeau magique, c'est moi qui fouille? Oui, tu fouilles, okay. Tu la lis, puis tu y réponds toi-même. Oh, oui, c'est une grosse question, ça. Ça se peut. Un gros papier. Oh, wow, justement, on est encore dans la même thématique. Si tu étais sur le point de mourir et que tu avais la possibilité de faire un seul appel téléphonique, qui appellerais-tu? Tu lui dirais quoi? Et qu'attends-tu pour le faire? Je le fais déjà. La première personne, avant, j'aurais dit mon père, ma mère ou peut-être ma blonde, mais ma fille. OK. Spontanément, j'appellerais ma fille pour lui dire « Je t'aime. Peu importe où je serai, je vais toujours t'aimer. Je vais toujours être là pour toi.
fais ce qui te rend heureuse. Laisse personne te voler ton bonheur ou essayer de te voler ton bonheur puis ton plaisir. Et tu es ta propre personne. Décide pour toi ce qui est mieux. Laisse personne décider pour toi ce qui est mieux pour toi. Puis aie du fun. Aie du fun. Cherche le plaisir dans tout ce que tu fais, puis va à l'université. C'est quoi son nom et quel âge a-t-elle? Billy Rose, 6 ans. Wow! Puis Ouais. là, tu le fais déjà, cette programmation-là. Tu la drives comme ça. Ah, les trucs que je lui dis Wow. tout le temps, c'est quoi ton nom? Puis elle me décline son nom complet. J'ai dit, t'as peur de quoi? Elle me dit, rien ni personne. Pourquoi? Parce que mon nom, c'est Guerrier. Puis dernièrement, j'ai demandé, puis j'ai dit, t'as peur de quoi? Elle me dit, du noir. J'ai dit, parfait, c'est correct ça. J'ai dit, t'as peur de quoi d'autre? Puis elle me dit, rien ni personne. Fait que là, j'adapte aussi avec le temps. Là, je suis comme, OK, t'as le droit d'avoir peur, mais il faut que tu plonges quand même. Puis il fait noir, mais il faut que tu rentres dans la pièce. Vas-y. Puis j'essaie de lui donner cette confiance-là de dire comme, la petite à l'école veut pas jouer avec toi ou quoi, c'est pas grave. Il y en a d'autres personnes qui veulent jouer avec toi à l'école. Il y en aura d'autres. Yes. Voilà, le premier T'es un ici. coach de vie. Ah, plus. mon Dieu, je sais pas, mais... quelle est la chose la plus importante en amitié, en amour? En amitié et en amour, l'honnêteté, la loyauté, mais pas la loyauté aveugle. Moi, c'est pas la fidélité, genre, OK, t'es mon ami ou t'es ma blonde, faut que tu sois fidèle. C'est la loyauté de dire, je t'aime assez pour te dire la vérité. Mhm. Je t'aime assez pour te dire tes 4 vérités. Puis je t'aime assez pour te challenger. Mes meilleurs amis, là, mes amis les plus proches, c'est des gens qui me challenge. Que toi, tu dis, voici mon plan, voici ce que je vais faire. Puis ils disent, t'es-tu sûr? T'es-tu sûr que c'est ça que tu veux? T'es-tu sûr que t'es capable? Là, tu dis que tu vas faire ça, des grands projets, puis tout, là, mais je te connais, là. T'es pas du genre à faire ça. Pourquoi, là, ça changerait? Puis là, toi, tu te poses des questions, puis tu fais... Soit que tu deviens plus convaincu, puis là, tu vas leur prouver qu'ils ont tort, puis eux autres sont comme, hey, moi, ça changerait dans ma vie, là. Je fais rien que te le dire pour toi, là. Je suis ton miroir, là. Ou tu te dis, ouais, t'as raison, là, je me conte des histoires, ça n'a pas de bon sens, là, de me dire que je vais faire ça, comme ça, puis je vais le faire différemment. OK, mais pourquoi tu veux faire ça? Puis ça, pour moi, c'est vraiment important, cette loyauté-là, de dire, peu importe ce qui arrive, je vais être là pour te backer. Puis j'ai 2 très bons chums, mon cousin puis mon chum JF, je dis tout le temps la même chose. Il y a 2 personnes sur Terre que je peux appeler puis leur dire attends-moi à telle adresse, dans un char, les portes la porte ouverte, le moteur roule à telle heure, puis ils vont débarquer sans poser de questions, tu sais. Je vais sortir d'une banque avec des sacs, puis ils sont là, ils vont être là pour moi. Fait que ça, pour moi, c'est ce que je veux dire par loyauté. Loyauté. Là. C'est ça. Après, ils me donneraient de la merde, mais c'est une autre histoire. OK. Ou partagerait le butin. Ouais, c'est ça. Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Pourquoi ne l'as-tu pas réalisé? Tu vois, challenger, c'est ça. Ouais. J'aimerais présenter un projet télé ou radio par moi-même, qui est de mon cru. J'en ai déjà présenté, mais pas... C'est ça, je veux présenter quelque chose qui me ressemble, que je peux porter sur mes épaules et tout. Je l'ai déjà fait, mais il me manque des fois... Tu sais, je dis tout le temps, il faut une bonne idée dans la vie. Tu as besoin d'une bonne idée. Clairement. Puis on dirait que je ne l'ai pas trouvé, la Encore. bonne idée. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est que tu travailles plusieurs heures par semaine et tu dois livrer quotidiennement du matériel. Pour pouvoir créer une idée ou la développer ou pour créer l'espace pour que l'idée t'arrive d'en face, il faut que tu donnes du temps. Et j'ai pris l'été off l'an dernier pour faire ça, mais pas que ça n'a pas marché. Je pense que j'étais préoccupé par d'autres choses, puis tu sais... Je me rends compte que j'avais juste besoin d'un break. J'avais besoin de... Puis ça m'a fait du bien, mais je continue, mais c'est vrai, c'est une bonne question, puis je vais continuer à le faire, à chercher cette idée-là. Il y a... Écoute, de mémoire, c'est pas Saint-Exupéry, c'est Victor Hugo a dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Ouais. Hey, c'est bien dit, ça. Ouais, alors quand ça va te frapper... tu seras plus arrêtable. Ben c'est ça, j'ai besoin de trouver ça puis de trouver cette drive-là. Je l'ai pour beaucoup de choses, mais pour développer une de mes idées à moi, c'est un peu plus complexe. OK. Si tu pouvais changer une chose dans la façon dont tu as été éduqué, ce serait quoi? Oh!
Un peu plus de liberté ou de libre arbitre ou c'est comme je disais tantôt par rapport à ma fille, là, laisse personne se mettre en travers de ton bonheur ou de ce que t'aimes ou de ce que tu veux faire. C'est ça. Puis j'ai déjà dit à mes parents, j'étais assez limité dans ce que je pouvais faire, dans ce que je pouvais développer. Tu sais, finalement, j'ai une belle enfance puis tout, c'est pas ça le point. Mais Leur éducation était un très peu... stricte. Très, très strict. Vous êtes combien de frères et sœurs chez vous? 2, mais j'ai aussi mon cousin qui est super proche de la famille. En fait, il est plus proche quasiment que mon propre frère parce qu'on a seulement 2 ans et demi de différence. Avec mon frère, on a 6 ans. Nos mères sont hyper proches. Ils ont acheté un immeuble ensemble. Pardon, ils habitent quasiment ensemble. Fait qu'on a toujours grandi à peu près à 1 kilomètre l'un de l'autre. Et c'est ça, j'aurais pris un petit peu plus de liberté. Puis mes 2 parents me l'ont dit à 2 moments différents dans notre vie que ouais, s'il y avait une chose, eux, à changer, ça aurait peut-être été ça. Ils auraient peut-être été un petit peu moins stricts. Mais mon frère en a bénéficié parce qu'ils ont été moins stricts avec mon frère. Ça arrive souvent, ça. Le deuxième, là. Le dernier, il y a une ça. récréation qui l'attend. Hein? Exact. Que toi, t'as pas eu. Ouais, exact. Mais c'est peut-être la seule chose que je changerais parce que pour le reste, là, c'était superbe. Good. Quelle est la chose pour laquelle tu es le plus reconnaissant dans la vie? Mon Dieu, la vie. La vie elle-même. D'être santé, vivant. D'être vivant, de vivre des affaires, de vivre des expériences, de faire ce que je veux, de faire ce que j'aime surtout. Ouais. Tu sais, on passe tellement de temps au travail. Là. Ouais. Tu sais, gagner sa vie, comme on dit, là, c'est la chose qui prend le plus de temps. Mm-hmm. On choisit pas toujours nos collègues. Pourtant, on passe un temps fou avec eux. Puis moi, j'ai la chance de faire ce que j'aime, de me lever le matin. Puis souvent, en tournage, je sors cette phrase-là à tout le monde. Je dis, rappelez-vous quand vous étiez au cégep, puis vous vous disiez, ah mon Dieu, si je pouvais vivre de ça. Tu sais, tu fais un projet, puis tu dis, hey, si je pouvais vivre de ça. Ouais. Ben, moi, j'étais au secondaire, je me disais ça quand je faisais des exposés oraux, et je me disais, hey, si je pouvais vivre de ça. Tu sais, prendre un sujet, lire, te renseigner, le vulgariser, le présenter à du monde, puis être payé pour ça. Ben, c'est exactement ça que je fais. Je suis payé pour faire des exposés oraux tous les jours à la radio puis à la télé. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? C'est mon rêve d'ado que je vis. Tu sais, c'est débile, là, quand tu y penses. T'en as pris conscience quand que ça, c'était exactement ce que tu voulais faire plus jeune puis que là, tu gagnais bien ta vie? J'en ai pris conscience quand j'ai commencé à le faire la deuxième fois. Là, j'ai commencé comme recherchiste. Ouais. Puis que j'étais payé pour le faire, puis que j'étais pas en train de me saigner à une job. Tu sais, j'arrivais à payer les dettes que j'avais accumulées dans la vingtaine, puis j'arrivais à vivre comme correctement. Ouais. Puis écoute, je faisais peut-être le tiers du salaire que je fais aujourd'hui, là. Mais j'étais bien, là. J'étais comme, hey, j'arrive à payer mes dettes. Fait qu'à un moment donné, je devrais plus d'argent à personne. Ouais. Puis je peux continuer à payer mon appartement, à vivre. Non, j'ai pas d'appartement à moi, mais hey, à un moment donné, je vais pouvoir prendre mes 2 valises puis partir n'importe où parce que je vais avoir une liberté. Puis, tu sais, liberté financière, là, c'est je n'ai pas à payer des affaires qui m'attachent ou qui me retiennent quelque part. Ah non. Fait que ça, man, c'était magique, là. C'était magique. Fait qu'aujourd'hui, imagine à quel point je l'apprécie encore plus. Puis je me dis souvent, si tout s'arrêtait aujourd'hui, ben, j'aurais pas de regrets parce que j'ai essayé, puis j'ai été au bout de mon histoire, puis j'ai eu du plaisir. Mais je veux pas que ça s'arrête. Je veux pas. Non, je veux continuer encore 30 ans. Là. Je tripe sur ce que je fais. Là. Au moins 30 ans, parce que tu sais, tu peux être encore allumé à 70 ans ben, c'est clair. sur quelque chose qui te fait triper, puis on te donne encore la possibilité d'avoir un micro ou une caméra, puis tu le fais. Tout à fait. Peut-être pas avec la même intensité parce que tu as 70, 75 ans, puis tu peux peut-être pas travailler 72 heures par semaine, mais quand même. Ah oui. On en connaît plein de gars et de filles qui ont plus de 75 ans qui font encore ça. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, il est médecin, il est 81. Ouais. Lui, là, la retraite, il veut pas. Il aime bien trop ses patients, il aime bien trop faire ça, ça l'occupe. Et surtout, ça donne un sens à sa vie, comme c'est ce que je sous-entends dans tout ce que tu me dis depuis tantôt, c'est que ça donne un sens, tout à fait. Une direction, une mission. Tu fais du bien, tu te fais du bien, tu gagnes ta vie. Hey, alléluia. C'est sérieux, c'est le meilleur de tous les mondes en ce moment. Complètement. Oh, une autre grosse question. Oui. Tu aurais fait quoi en 2e choix de carrière si tu ne faisais pas le travail actuel? Quand j'ai décidé de me lancer dans les médias, j'étais gestionnaire dans une boîte de multimédia. Je m'occupais du service à la clientèle. Je serais peut-être resté là, mais peut-être pas. Je pense que je serais resté en communication toujours. J'allais dire quelque chose, puis je me rends compte de
quel point c'est drôle, j'allais dire, ou porte-parole de quelque chose. mais relationniste de presse. J'ai été, entre autres, relationniste un peu. J'ai fait au Rendez-vous du cinéma québécois. J'ai travaillé en relations de presse. J'ai travaillé un petit peu à Cavalier aussi en relations de presse. Mm-hmm. Pas très, très bon. C'était au début. J'étais encore aux études. Mais je pense que j'aurais continué dans cette voie-là en relations publiques. Ça aurait été mon genre. L'ex-animateur radio, Gilles Payet, c'est quelqu'un qui est porte-parole. Là, j'ai un blanc, pauvre Gilles, excuse-moi. Mais il a fait la pluie et le beau temps à CKMF au 94. Il a fait, là, écoute, c'était fou ce qu'il a fait. Et là, il est porte-parole pour un organisme ou une affaire paragouvernementale, gouvernementale, je le cherche, là. Mais c'est ce qu'il fait. Donc, il y a un petit peu de ça dans ce que tu dis. C'est que j'ai l'impression que tu n'aurais pas pu juste être gestionnaire. Non. Le fait d'avoir un micro, le fait de pouvoir t'adresser, communiquer, c'est viscéralement en toi. Ouais, je pense que c'est ça. Puis quand j'étais jeune à l'école, dans mes bulletins, c'était écrit « Meeker est très intelligent, mais parle beaucoup trop. » Puis je retrouve ça dans ma fille en ce moment. Mais ouais, ça a toujours été important. Puis la culture orale aussi chez nous, ça a toujours été important. Fait que, ça aurait été un autre métier des communications. Puis dernière question. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière avant de travailler dans les médias, c'était avec la communication. Si tu pouvais imaginer un 24 heures de rêve du réveil au coucher, ce serait quoi? C'est un peu compliqué. Ça impliquerait une partenaire, une amie. Et je ferais probablement grasse matinée, un brunch, promenade en nature à l'extérieur, un match quelconque dans une ville dans le monde. J'irais voir une game de quelque chose, vivre un gros événement sportif. Ça finirait ensuite au resto, dans un excellent resto, peut-être un étoilé. Ensuite, dans un bar avec un très bon verre. Et ensuite, peut-être un dernier verre sous un ciel étoilé sur une terrasse, peut-être d'un gratte-ciel quelque part dans le monde. Et ensuite, le lendemain, parce que c'est 24 heures, hein, je te rappelle, le lendemain, on prend l'avion. Non, mais tu dis 24 heures, je prends toutes les heures. Là. Le lendemain, on prend l'avion pour une nouvelle destination pour recommencer exactement ce genre de journée-là. Wow! Ouais. Ben, écoute, quand tu dis ça prend une amie, une petite amie, une amoureuse. Ouais, une amoureuse, je crois. Une belle petite partenaire de vie qui triperait vivre ça avec toi. Même pas obligé d'être une partenaire de vie, juste une bonne amie, une bonne chum avec qui... oui, on dormirait dans le même lit. Mais tu sais, avec qui je pourrais partager ça puis vivre ça. Puis sais-tu quoi? Je pourrais même remplacer cette personne par un bon chum aussi avec qui je pourrais faire ça. Ou avec ma fille puis ma mère. Tu sais, je l'ai fait avec ma fille et ma mère partir en voyage. Fait que mais tu le ferais pas seul. Tu voudrais avoir quelqu'un partager avec quelqu'un. Toi. Le partage. Ouais, exact. Dernière question. Tu vas compléter la phrase Meeker Guerrier. Meeker Guerrier, c'est 3 petits points. Un gars enthousiaste qui aime la vie, qui aime rire, qui prend les choses au sérieux, mais ne se prend pas au sérieux. Je pense que c'est ça. Je me prends pas trop au sérieux, puis je pense que c'est ce qui va me préserver. Merci pour la belle heure. Merci Jean-Marie, ça passait vite! C'est fou, hein? Vraiment. Vous venez d'entendre Meeker Guerrier à l'invité aujourd'hui à l'émission Porte-Parole. L'idée originale, Marie-Philippe Lemarbre. Philippe Lapointe, le directeur à la radio, ça c'est les remerciements. Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion. Mathieu Tessier à la mise en onde. À la recherche, coordination, Aya Jennifer Ando. Gerly Ormelet aux réseaux sociaux. Ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été avec nous. Belle fin de journée et on se dit à bientôt pour une autre émission de Porte-Parole.